Effestar, le festival des effets spéciaux de Montpellier dans les Gaumont Multiplex ici à Montpellier. Et puis au Gaumont Comédie, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour, comment ça va? Qui es-tu? Bon alors je suis enseignant et en effets spéciaux. Donc j'ai donné cours à la fac de Montpellier pour le Valérie, mais je donne aussi cours à l'ESAV, donc l'école supérieure de visuel de Toulouse, et notamment à l'antenne de Castres. Et, bon. Tu m'as dit, au début, on avait parlé de professeur, tu m'as dit non pas professeur mais enseignant. Quelle différence tu fais entre les deux? Alors, enseignant, c'est plutôt quelqu'un qui va être chargé de cours, donc il n'y a pas un vrai statut, on va dire, universitaire. Professeur, là, ça serait vraiment quelqu'un qui a fait un HDR, donc une habilitation dirigée de recherche, et qui a, voilà, on va dire, il y a le maître de conférence, après il y a les professeurs des universités, que c'est un peu le top du top des enseignants à l'université, habilité à faire des recherches. Tout ça. Avant d'être enseignante, tu as été étudiant. Oui, tout à fait. Quel était ton cursus? Alors moi, c'est un peu un cas atypique parce que moi, j'ai commencé par faire de la musique. Ah oui. Donc j'ai fait plusieurs années de musique, après j'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse, donc art plastique et design, et après j'ai fait un doctorat en cinéma, voilà. Et après j'ai continué le parcours de l'université, quoi. Quel type de musique? Alors c'est un peu de la musique traditionnelle, mais il y a aussi un peu de rock progressif, des choses un peu expérimentales. D'accord, Voilà. ok. Aujourd'hui, tu fais réalisateur de projets, Oui, tout à fait. de transmédia, mais quel a été ton parcours professionnel après tes études? Est-ce que tu as tout de suite commencé? Et alors, on va dire que par rapport à ce que moi je proposais comme savoir-faire, et c'était pas quelque chose à l'époque en tout cas qui se faisait qui était commun. Et moi je commençais par faire de la 3D temps réel, donc des jeux vidéo. Quand tu dis à quelle époque c'était à peu près? Ça c'était dans les années 2005, 2006. Ça apparaissait pas encore ou Bah, c'était en cours de... On va dire que la 3D temps réel c'était vraiment réservé à tout ce qui était les jeux vidéo. On commençait à peine à proposer des choses aux professionnels. Donc à l'époque, j'ai fait un stage dans une boîte à Toulouse qui s'appelait à l'époque Noah, je crois que, c'est ça Noah. Et c'était leur logiciel 3D temps réel. Et donc du coup je travaillais beaucoup avec du 3ds Max. Je suis allé un peu à Monaco et tout pour voir des entreprises qui travaillaient dans le domaine du temps réel. Mais avec le temps j'ai changé de logiciel et à cette époque-là on ne proposait pas du tout de services. C'était pour les grandes entreprises, pas du tout pour le particulier. J'allais te dire par exemple Airbus à Toulouse. Oui, voilà, tout à fait. Qui utilisait déjà des simulateurs et Des plein de choses comme ça. simulateurs, tout à fait. Mais bon, c'est des marchés qui commencent aujourd'hui à s'ouvrir beaucoup plus. Et, parce qu'avec l'arrivée justement de la vidéo 360, donc il y a toute des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et c'est dans ce domaine-là que je me spécialise aujourd'hui. C'est vraiment la réalisation de 360. Parce que ça devient accessible aux gens. Mais dans mon parcours, on va dire que j'ai jamais pu vraiment proposer ça en tant que service. Ça a toujours été des recherches dans des entreprises. Donc, moi, c'était le 3D temps réel pour Internet, le web 3D qu'on appelle. Et voilà, il y a une entreprise qui m'a accueilli pour ma thèse. C'est ce qu'on appelle une convention CIFRE. Donc convention industrielle pour la formation et la recherche en entreprise, c'est la sigle. Et donc j'ai développé des catalogues temps réel pour la boîte. Donc après la fin de la thèse, j'ai continué avec cette recherche et là maintenant c'est du 360. Que je crois qu'il y a un avenir là-dedans. J'entends réalité virtuelle, réalité 360. On est ici avec l'IMAX. Aujourd'hui, une évolution qui a été très très rapide. Oui, enfin c'est l'informatique qui a développé. En fait, c'est surtout les caméras qui permettent d'avoir un accès facile à ça, parce qu'il faut dire qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas de caméra 360 au marché. Donc il fallait reconstituer les images avec plusieurs, ce qu'on appelle un rig, donc plusieurs caméras qui assemblent l'image finale, une projection équirectangulaire qu'on appelle. Avec des mots techniques, mais bon, désolé, c'est un peu parti. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était dans un dôme et que voilà, en fait, il y avait plusieurs caméras qui. D'accord. Donc avant, il n'y avait pas de caméra professionnelle ou autre qui faisait ça. Et avec la sortie de notamment la petite Samsung qui fait des images 360, et voir d'autres comme des Kodak ou
Ça s'est vraiment développé très très vite et les gens commencent aujourd'hui à proposer du contenu. Il y a aussi l'arrivée des casques immersion comme l'Oculus ou le HTC, HTC Vive, qui ont des prix accessibles. Donc c'est vrai qu'il faut un ordinateur super puissant pour les faire marcher, mais ça reste quand même accessible. Avant, on parlait de quelque chose comme 20 000 euros pour avoir une station de travail, pour faire de la réalité virtuelle ou du cinéma 360. Aujourd'hui, avec 4 000, 3 000 euros, on peut avoir accès à ça. Donc ça, pour les professionnels, ça est intéressant. Et même pour tout le monde. Hein. Et la troisième chose, on va dire, qui articule tout ça, c'est l'utilisation des téléphones portables. C'est-à-dire que les gens n'avaient jamais imaginé d'arriver à avoir des ordinateurs aussi puissants qu'on a aujourd'hui. Pas des portables. Quoi. Tu parles des smartphones? Oui, des smartphones, tout à fait. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, avec une application YouTube, on peut regarder des vidéos en 360 très facilement. Et à mon avis, ça va, les smartphones vont proposer bientôt des caméras 360. C'est un peu dans la logique des choses. Il y a déjà sur des Android et sur la plateforme Apple, oui, il y a déjà quand même des panoramas, il y a déjà pas mal de choses. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Bon, après, vite, ouais, c'est un problème industriel. Enfin, quand on a fait le saut entre la télé hertzienne vers la télé numérique, donc on nous a dit il faut de la Full HD, la Full HD c'est l'avenir et tout ça. Aujourd'hui, la Full HD c'est has-been, là maintenant c'est du 4K qu'il faut. Oui, donc exact. 2 ans, ça sera du 8K. Et tu vas voir qu'avec le mondial de foot, là, bah, ça sera du 4K. Et tout le monde va changer au 4K. Et là, on ne pourra même plus, il faudra changer le tuner pour passer à du 4K. Enfin bon. Donc après, la question se pose, est-ce que tout ça, ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on est, d'un point de vue esthétique, visuel, est-ce qu'on est vraiment devant quelque chose de plus intéressant, beaucoup plus performant ou autre? Enfin, moi j'ai mes doutes, franchement. Alors, moi, je vais t'emmener sur un autre domaine. Est-ce que l'être humain, avec son œil, sa vue, est capable de différencier ce type de choses? Non, il y a un moment que c'est pas possible. Là, il faudrait vraiment s'approcher de l'écran à cette distance pour voir entre un Full HD et un 4K. Enfin, moi qui ne suis pas dans le métier de l'image, est-ce que je peux vraiment voir cette différence? Moi, je pense que, de mon point de vue, on peut pas voir la différence. Entre un Full HD à 3 mètres de distance et un 4K, on n'arrive vraiment pas. Après, il y a une chose que c'est la fréquence. Donc les télés aujourd'hui, ils proposent des fréquences à 500 MHz ou autres, alors que les télés cathodiques, ils étaient à 50 Hz. Du coup, on a l'impression que ça fait comme une espèce de vidéo mal faite, alors que ça tourne à 60 images par seconde, des 500 Hz, voire 1000 Hz, 2000 Hz. C'est vraiment du balayage. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est de moins bonne qualité qu'un cinéma précédent, enfin une télé catholique, quoi, alors que c'est beaucoup plus puissant. Donc, je sais pas, moi je pense que c'est une question de goût. Enfin, Parce que je dis souvent à mes étudiants, en tout cas par rapport aux effets spéciaux, c'est qu'il faut regarder dans le passé pour proposer des choses pour l'avenir. Il faut faire les choses à l'ancienne. Est-ce qu'il faut revenir à Georges Méliès qui avait fait fabuleux, reportage film où on voit bien comment la fusée rentrait dans l'œil de la Lune. Est-ce que il était déjà révolutionnaire à l'époque? Est-ce que ça n'a pas changé ou ça a évolué mais par des données techniques? Moi je crois que c'est là-bas qu'il faut chercher en fait. D'ailleurs, le 360, c'est très vieux comme technologie. Hein. Enfin, c'est même les frères Lumière, ils avaient inventé. Les frères Lumière, ils avaient déjà un système pour faire du 360. Exactement, tout à fait. Et il y a des tonnes et des tonnes de machinerie qui ont été inventées pour la projection 360. Que ça ne s'est jamais développé, c'est une autre histoire. Donc je pense que c'est vraiment dans le passé qu'on peut trouver les réponses pour notamment la technologie. Enfin, aujourd'hui, on pense qu'il faut saturer la technologie. En fait, non, il faut plutôt proposer des concepts qui soient très basiques, mais des concepts forts, des bases fortes, pour justement s'emparer de la technologie aujourd'hui pour faire des choses révolutionnaires ou qu'on n'ait jamais vues. Une anecdote peut-être dans ton expérience? Voilà, c'était. Donc on était en train de câbler parce qu'il fallait soulever un personnage dans un court-métrage que j'ai réalisé. Et donc on était dans une vieille chapelle, donc on est monté, c'est moi qui ai monté pour attacher les câbles, quoi. Et donc mon pied a traversé le plafond, quoi. J'ai failli me tuer en train de riguer, tout le monde m'a regardé, tout le monde était mort de rire, alors que moi j'étais là en train de m'accrocher. C'était assez rigolo et tendu en même temps. Dans moins de 2 ans, le 21 juillet,
2019, on va fêter les 50 ans du premier homme sur la Lune. Ouais, Demain, ouais, c'est vraiment, à ouais. 2019, à 2020, 2025, comment tu vois les choses évoluer par rapport aux effets spéciaux, par rapport à plein de choses? Enfin, moi, c'est plutôt un souhait, quoi. Moi, j'aimerais bien que ça soit quelque chose comme le holodeck de Star Trek. Donc, le holodeck de Star Trek, carrément. c'est... Ah oui, oui, ça, c'est l'avenir. Enfin, bon, je pense pas que ça, on va y arriver bientôt, mais ça serait vraiment, vraiment génial de pouvoir rentrer dans une chambre et puis qu'il y ait toute une modélisation de tout un univers. Pourquoi pas? Ça serait le cinéma total. Je crois, dont sauf erreur, qu'il y a des rêvait- spectacles qui ont été faits à Paris avec des artistes qui nous ont quittés, donc avec hologramme. Donc, Tout à fait, D'accord. tout à fait. et ça serait toujours encore ces notions d'effets spéciaux qui pourraient faire évoluer tout ça? Ouais, sûrement. Enfin, bon, après, il faut inventer un nouveau truc. Enfin, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que nous propose l'avenir. Mais enfin, en attendant, je pense qu'on a déjà pas mal de choses à développer avec ce qu'il y a aujourd'hui et qu'on n'a pas vu la fin de ce que nous propose le cinéma, en tout cas. On pourrait durer longtemps comme ça. Moi, je voulais juste te remercier d'être Ok, venu. non, avec plaisir. Merci. Merci.